Je m'insère au début de cette présentation parce que j'ai oublié d'enregistrer les 2 ou 3 premières minutes. Donc je vais vous présenter la session d'Arion Papillon sur les Very Large Databases, les bases de données volumineuses, et je vais vous présenter aussi Arion qui s'était présenté pendant la session, mais juste avant l'enregistrement. Arion Papillon a 25 ans d'expérience en SQL Server, il a sa société qui s'appelle Datafly, donc c'est un expert SQL Server relationnel et BI. Vous avez quelques liens, datafly.fr, et puis son site mssql.fr avec des news sur SQL Server, sa chaîne YouTube, etc. Maintenant que la présentation est faite, je vous laisse avec lui. Évolution. Et puis aussi, ce qui détermine, c'est la variété avec du stockage de données non structurées. Il va m'envoyer des tas de notifications, là. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, à partir du moment où j'ai des fortes volumétries et de la variété, ça peut être du big data, et en particulier si mon moteur de base de données relationnelle ne suffit plus, que j'ai besoin de calcul distribué et de stockage distribué. Dans ces cas-là, on peut parler de big data. Alors, Microsoft a bien avancé sur le sujet depuis SQL Server 2019 avec le cluster big data sous Linux, cluster SQL Server 2019. C'est une architecture en trois couches, hein. Un plan de contrôle dans lequel vous avez l'orchestrateur qui est Kubernetes et une instance master SQL Server. Et puis également tout ce qui est passerelle, tout ce qui est outils de gestion, etc. Un plan de calcul sur lequel vous avez organisé en différents pods des instances SQL Server qui vont permettre de faire du calcul distribué. Et puis un plan de données qui permet le stockage avec deux types de stockage, soit des pools de stockage SQL Server, c'est donc des instances SQL Server et on fait du stockage distribué SQL Server, soit pour des données non structurées, du stockage HDFS ou Hadoop. Tout ça avec tous les langages qui vont bien, effectivement, pour pouvoir travailler avec ça, à savoir le langage R, Python, Scala, et tout ça avec, grâce à Spark, effectivement, comme architecture de calcul et de stockage distribué, pour adresser tout ça. Voilà, mais on est dans un autre monde que le moteur de base de données. On va revenir sur notre bon vieux SGBD qui permet tout de même des bases de données de 524 pétaoctets, comme on en a parlé tout à l'heure. D'abord, quelques bonnes pratiques et qui sont pas, on va dire, qui sont pas réservées aux grosses bases de données. Déjà, quand j'ai une base de données de quelques gigaoctets, j'ai intérêt à travailler proprement et autrement dit à avoir un bon modèle, une base de données bien modélisée, tient bien moins de place et est plus efficace. Le choix des types de données, qu'est-ce que je vois très souvent? Moi, je vois des bases de données avec des types de données Unicode pour les colonnes caractères, par exemple des nchar, des nvarchar, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Des types de données mal dimensionnés. Donc tout ça va nous permettre d'avoir plus d'efficacité et moins de place, hein, si je choisis les types de données adaptés à ce que ça doit contenir. Et puis l'indexation aussi. Le choix des clés d'index est primordial. Par exemple, une clé d'un index cluster doit être petite. Qu'est-ce qu'on voit? Des clés multicolonnes sur des colonnes de type nvarchar ou nchar ou des global identifiers, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit effectivement dans la pratique et rien que ça déjà va considérablement régler des problèmes de performance sur nos bases de données volumineuses. Je ne rentrerai pas plus dans le détail puisque c'est des bonnes pratiques générales. Et on va parler du stockage. Là encore, des bonnes pratiques. Prédimensionner les fichiers, largement avec de l'espace libre. Tailler des incréments de croissance suffisants, que ce soit pour le fichier de données ou pour le journal, sans exagérer pour le journal, puisque chaque fois qu'un incrément de croissance de journal doit se faire, eh ben, nos transactions s'arrêtent le temps que cet incrément de croissance se fasse, donc des incréments de croissance raisonnables, jamais plus de 2 gigas. Fuir tout ce qui est shrink de bases de données qui dure des jours et des jours sur des grosses bases de données et qui en plus désorganise le stockage.
On a parlé déjà dans la première conférence ce matin de l'initialisation instantanée, l'instant file initialisation, qui permet de créer et d'agrandir des fichiers beaucoup plus rapidement et quasi instantanément. Et puis, il y avait effectivement une conférence donc, sur le stockage ce matin, donc la partie choix du système de stockage, niveau de RAID, choix des disques, etc., est primordial puisque le moteur de base de données est un gros consommateur de ressources de stockage. Rappel du stockage d'une base de données. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore beaucoup? Des bases de données qui sont créées par défaut avec un seul fichier, le fichier MDF, fichier de données, et puis un fichier de journal, bien entendu. Le fichier MDF, lui, étant dans son groupe de fichiers qui s'appelle primary. Donc je vois beaucoup de bases qui sont restées comme ça et qui commencent à faire quelques centaines de gigas, qui arrivent au Tera avec un seul fichier d'un Tera. C'est pas forcément une bonne pratique. On va pouvoir, première chose, éventuellement rajouter des fichiers et donc déjà avoir des fichiers de taille raisonnable. Ça serait déjà une première idée. On va pouvoir aussi rajouter des groupes de fichiers. Et donc ces groupes de fichiers, en leur ajoutant bien entendu un ou plusieurs fichiers. L'intérêt d'un groupe de fichiers, c'est que ça permet d'être la destination au moment de la création d'une table. On va faire un create table on un file group. Dans ces cas-là, moi j'aurais tendance à dire la meilleure pratique, ça serait de se dire autant ne garder que le fichier MDF sans aucune table à l'intérieur dans le groupe de fichiers primary, et puis mettre un groupe de fichiers supplémentaire comme groupe de fichiers par défaut, et créer toutes nos données dans ce groupe de fichiers. Puis ensuite, bien entendu, si j'ai des bases de données de plus en plus volumineuses, rien ne m'empêche d'aller créer des groupes de fichiers supplémentaires pour héberger des tables supplémentaires. Donc l'idée, c'est d'organiser mon stockage, de diviser le stockage le mieux possible en fichiers et en groupes de fichiers, et si possible, de penser cela dès la création de la base. Parce que si vous vous retrouvez avec une base de données qui fait 10 Tera, si vous devez déplacer les données d'un fichier à l'autre, vous allez vous retrouver avec des tâches qui vont durer des heures, des jours, etc. Et tout ça sur une base en production, ça devient quelque chose de relativement complexe. Je me souviens d'avoir fait une migration d'une base de données qui faisait plusieurs Tera, peut-être une douzaine de Tera, vers un stockage partitionné. Hein, la base, une table n'était pas partitionnée, il fallait la partitionner. Pour la migrer en production, en faisant ça en douceur par petits morceaux, etc., et en tâche de fond, il a fallu plusieurs jours, 5 ou 6 jours, je crois, pour faire le déplacement des données. Donc c'est vrai que c'est mieux d'y penser dès la création. Alors, dans quel but? Répartir la base sur plusieurs disques, ça peut permettre, bien sûr, si les systèmes disques en plus sont différents, d'améliorer les performances. Manipuler aussi des fichiers de taille raisonnable. Hein. Moi, j'aimerais pas avoir à copier un fichier de 10 Tera d'un disque à un autre si jamais j'ai besoin de le déplacer. C'est plus facile avec des fichiers qui font quelques centaines de gigas. Faciliter la maintenance aussi, c'est en fragmentant notre base de données en plusieurs file groups, je vais par exemple pouvoir faire des check file group plutôt que des check DB. Et puis également, au niveau des sauvegardes, je vais pouvoir faire des sauvegardes partielles, voire des restaurations partielles, on en parlera un petit peu plus loin. Pour aller un petit peu plus loin, si jamais j'ai une très très grosse table, je vais pouvoir en plus utiliser mes différents groupes de fichiers pour partitionner une table et donc la saucissonner entre plusieurs groupes de fichiers. C'est d'autant plus essentiel de concevoir ça le plus tôt possible et si possible dès la conception de la base, puisque ça a des impacts directement sur le modèle, sur le choix des index, etc. C'est réservé uniquement aux très grosses tables avec différents objectifs. Hein. Le premier objectif, c'est de dépasser les limites de taille de mes volumes disques. Quelque chose qui est souvent dit, c'est moi je voudrais faire du partitionnement pour améliorer les performances. Mais attention, pas forcément. C'est pas si évident que ça qu'on améliore les performances en partitionnant. Pas dans tous les cas en tout cas. Par contre, ce que je trouve particulièrement intéressant avec le partitionnement, c'est toute la gestion des partitions pour faire de la purge, de l'import, de l'archivage de données. Et donc là, c'est extrêmement efficace.
sur des bases de données où il y a énormément de lignes. Supprimer, par exemple, 10 millions de lignes dans une table, ça devient effectivement très compliqué en raison du volume, de la volumétrie de journal de transaction que ça consomme. Donc, le partitionnement nous offre des solutions. Et puis éventuellement, on peut aussi jouer pour les sauvegardes, passer une partie de la table en lecture seule et ne sauvegarder que la partie active, autrement dit réduire la durée et le volume de mes sauvegardes. Donc plein d'utilisations sympas. Donc le principe du partitionnement, ben, il est grosso modo assez simple. Je choisis une colonne de la table sur laquelle je vais partitionner. Là par exemple, j'ai une table de factures où j'ai des factures tous les mois. Et donc je me dis, je vais la saucissonner par exemple par mois. Donc quelque part, je la découpe. Et cette découpe, ben, j'envoie chacune de ces partitions soit vers le même groupe de fichiers, soit vers des groupes de fichiers différents. Pour l'utilisateur, ça reste une seule table, c'est totalement transparent. Par contre, au niveau du stockage, ben, c'est stocké sur des groupes de fichiers différents. L'intérêt de tout ça, c'est que je vais pouvoir faire des manipulations de partitions. Par exemple, de switcher des partitions vers une table vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée par exemple une table de purge de factures avec exactement la même structure que ma table partitionnée, les mêmes index, exactement les mêmes colonnes, etc., la même compression. Et je vais pouvoir faire une opération de switch partition, par exemple ma partition de janvier, la switcher dans une table d'archives ou de purge. Et ça sera une opération instantanée, même si ma partition fait 1 milliard de lignes. Intéressant par rapport à un delete qu'on ferait dans cette table et qui devrait supprimer le milliard de lignes avec une opération qui est journalisée. On peut aussi faire un truncate partition, hein, donc supprimer toute une partie de ma table avec une simple opération de truncate. On va regarder ça en démo. Et puis pourquoi pas faire de l'import de données, puisque ça marche dans l'autre sens aussi. À savoir, j'ai une table avec des anciennes factures à intégrer, j'ai une partition vide ici, et je peux faire un switch partition aussi dans l'autre sens. Pareil, manipuler pour faire de l'archivage. J'ai le cas de figure chez un de mes clients où on archive pour pas conserver dans la table principale de production, on archive régulièrement des mois. Donc on crée en fait une table partitionnée à l'identique et on switch régulièrement une partition d'une table à l'autre. Ce qui fait que dans ma table principale, ben, j'ai moins de données, j'ai plus que les données récentes, mais je conserve dans une table d'archives qui est indépendante et qui est questionnée séparément et différemment ben, l'ensemble de mon historique. Pour réduire le volume des sauvegardes aussi, hein, bon, ça c'est un autre cas de figure et j'ai ça chez un client aussi, de passer en read-only certaines partitions. L'intérêt de ça, ben, c'est que je vais sauvegarder une seule fois les partitions qui sont en lecture seule, et puis je vais n'avoir plus à sauvegarder régulièrement que ma partie active, qui fait peut-être quelques centaines de gigas par rapport à une base de données qui fait plusieurs terras. Donc un gain important sur mes sauvegardes. Alors comment on partitionne? Ben, il y a plusieurs choses. Choisir sa colonne de partitionnement, et puis après les différents objets qui sont nécessaires pour faire du partitionnement, à savoir créer une fonction de partition, un schéma de partition, puis ensuite créer mes tables partitionnées. On va voir, et je vais vous le montrer dans la démo, qu'il y a quand même quelques petits impacts sur le modèle quand on partitionne une table, en particulier sur les index. Bon, déjà, le partitionnement d'un index cluster, puisqu'un index cluster, c'est la table elle-même qui est triée, le partitionnement d'un index cluster partitionne la table elle-même. Bon. Ensuite, pour tout index cluster, la clé d'index doit contenir la colonne de partitionnement. Et c'est valable également pour tout index unique dans cluster si on veut le partitionner aussi. Donc ça veut dire que l'unicité de mon index cluster, de ma clé primaire en particulier, eh ben, elle va contenir en plus une deuxième colonne, et donc l'unicité n'est plus exactement la même. Donc il faudra effectivement gérer ça. On peut ou non partitionner les index de la même manière que la table. S'ils sont partitionnés de la même manière, on appelle ça les index alignés. Et dans ces cas-là, est-ce que le serveur va inclure de toute manière implicitement la colonne de partitionnement dans la clé d'index, dans les includes? Si l'index est unique, non cluster, ben, il faut mettre la colonne de partitionnement
explicitement dans la clé d'index. Et puis on regardera aussi tout ce qui est gestion des partitions, switch des partitions, fusion des partitions, tronquer les partitions, ajouter des partitions. Ok, je vais rouvrir mon Management Studio et on va créer une base de données que je vais appeler ma future VLDB, puisque pour l'instant, ce n'est pas encore une VLDB, puisqu'il n'y a pas de données dedans. Première précaution, moi, ce que j'aime bien, c'est créer effectivement mon fichier primaire, de le laisser à sa taille de 8 ou 16 ou 32 ou 64 mégas, mais de ne pas l'agrandir. Et par contre, d'utiliser un file group spécifique pour toutes les tables fourre-tout que je vais avoir à mettre. Et ce file group, il va être par défaut. Donc un petit file group de 200 gigas ici, on va commencer. Bon, ici, j'aurais bien voulu mettre un gros journal de transaction, mais lui, quand on crée la base de données, il est écrit avec des zéros partout, donc ça prend du temps. Donc j'ai mis un petit journal de transaction d'1 giga. Par contre, ici, pour mes 200 gigas, comme j'ai de l'initialisation instantanée, logiquement, ça devrait aller assez vite, bien que j'ai pas un système disque hyper rapide, mais bon. Voilà, ma création de ma base de données. Voilà, 200 gigas, et avec un file group data par défaut. Et puis après, rien ne m'empêche, bien entendu, d'aller rajouter des file groups supplémentaires, comme par exemple pour mes commandes, mes factures, mes commandes, mes archives, etc. Donc, j'ajoute un file group, j'ajoute un fichier de 500 gigas à ce file group, etc., etc., etc. Voilà, 500 gigas, on va voir si l'initialisation instantanée, ça nous aide. C'est peut-être un petit peu plus long quand même. Mais mon stockage, c'est du NAS, donc même avec une connexion 10 gigas, c'est pas fantastique. Ok, et puis ça devrait pas tarder quand même, malgré tout. Après, l'opération, ça y est. Après, l'opération va être de créer mes tables. Bon, là, je fais des tables exemples simplement. De créer des tables dans mon file group, c'est simplement au moment du create table que je spécifie sur quel file group je vais créer mes différentes tables. Donc là, voilà, je crée 2 tables vides, etc. Problématique, comment je déplace mes tables d'un file group à un autre. Alors, par exemple, ici, je vais créer une table par erreur sur mon groupe de fichiers primary. Comment je fais pour déplacer cette table? Alors, il y aura une méthode simple qui consiste à créer une nouvelle table, importer les données, supprimer l'ancienne, etc. Bon, on va pouvoir faire mieux que ça. On va regarder effectivement déjà où se situe avec cette petite requête, dans quel file group se situe ma table. On regarde, on voit qu'il y a 2 unités d'allocation pour les données en ligne et pour les lobs. Pourquoi les lobs? Parce qu'il y a une colonne commentaire qui est un varchar, qui est un varchar max, et donc c'est une unité d'allocation différente dans la taille. Alors je vous avais dit de modifier un index cluster, ça permet de déplacer la table. Alors oui et non, dans ce cas-là, on va voir qu'il y a une limite. Alors je peux recréer mon index cluster même quand c'est une clé primaire, avec la syntaxe create unique cluster d'index, puisque c'est un index cluster unique, le nom de ma PK, de mon index, et avec l'option drop existing, et même online, on au passage. Ok, donc je déplace ma table de données, ma table, d'un file group à un autre. Si je vérifie où est-ce qu'elle se trouve maintenant, il y a une petite limite, c'est que ça marche, sauf pour les unités d'allocation qui contiennent des lobs. Et donc, moralité, j'ai déplacé mes lignes de données, mais pas la partie lob vers mon groupe de fichiers data. Là, du coup, c'est un peu plus compliqué pour faire le déplacement. Alors, je l'ai mis là l'adresse sur un de mes sites qui est le site mssql.fr, sur lequel il y a une section script. Et il y a un script d'une procédure stockée qui s'appelle sp move table to file group, qui va me permettre d'automatiser un petit peu la production du code nécessaire pour déplacer cette table. Alors, une des techniques pour faire ça, et c'est d'ailleurs la seule sans supprimer et recréer la table, c'est d'utiliser
le partitionnement pour faire le déplacement. C'est-à-dire que je partitionne ma table, je déplace vers ma table partitionnée et je départitionne ma table. C'est un petit peu lourd, mais c'est effectivement le moyen de déplacer. Donc je vais lancer cette commande-là. Là, ça produit juste un script. Hein. Et ce script, effectivement, ben, c'est celui qui est ici. En fait, ça va créer une fonction de partition, mais juste pour le déplacement. Un schéma de partition, qui va pointer directement sur mon fichier data, hein, sur mon groupe de fichiers data. Ça recrée l'index 2 fois de suite, d'ailleurs, pour tout déplacer. Et puis, ça supprime le schéma de partition. Et donc, en gros, ça me génère... Alors, j'aurais pu le faire d'une seule traite en mettant ici le 0. Voilà, avec ma procédure stockée. Voilà, et du coup, normalement, si tout va bien, et s'il n'y a pas d'effet démo, voilà. Mon deuxième unité d'allocation a été déplacée. Vous voyez, donc, ça, effectivement, quand vous avez une base de données de plusieurs terras, le fait de reconstruire ces index comme ça pour déplacer des données, vaut mieux y avoir pensé avant, idéalement. On va continuer avec le partitionnement. Dans ma base de données, je vais pouvoir partitionner, si je crée une table de commandes, par exemple, de vouloir la partitionner par an. J'imagine que je vais avoir des commandes de 2010 jusqu'à 2022, et donc je vais créer les groupes de fichiers qui sont nécessaires. Je crée d'abord un groupe de fichiers pour tout ce qui est antérieur à 2010. Donc je vais l'appeler VLDB Orders 2000. Voilà, je crée un groupe de fichiers avec un fichier. Et puis ensuite, je vais créer autant de partitions que nécessaire pour chaque année. Donc, comme je ne veux pas m'embêter, je me génère un petit script qui va permettre de créer directement tous les file groups. Donc, j'ai un pour chaque année de 2010 jusqu'à 2022, avec à chaque fois un fichier qui correspond. Alors, tout est créé sur le même disque, mais bien entendu, je pourrais créer ça sur des volumes différents, ce qui pourrait être intéressant pour répartir ça sur plusieurs systèmes disques, éventuellement avec des performances différentes, etc. Derrière, de quoi j'ai besoin pour faire du partitionnement? De créer une fonction de partition. Là, c'est pareil, j'ai généré un petit script pour ne pas m'embêter à tout taper. Et je vais créer une fonction de partitionnement. Cette fonction de partitionnement, elle va déterminer quelles sont les différentes limites de mes partitions. Comme je partitionne par an, je vais prendre, et que je travaille sur un datetime, ici, je vais donner différentes limites. Donc, tout ce qui est avant le 1er janvier 2010 va se trouver sur la gauche ici, puisque je partitionne avec la limite à droite. Tout ce qui va se trouver après le 1er janvier 2010 et avant le 1er janvier 2011, donc jusqu'au 31 décembre 2010, va se trouver ici, là où il y a la virgule, en fait, etc., etc. Ça me permet juste de donner mes différentes bornes. Et puis ensuite, objet supplémentaire dont j'ai besoin pour partitionner, créer un schéma de partition. Le schéma de partition, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, un petit script. Et lui, il va permettre de déterminer quelle partie de la table va dans quel groupe de fichiers. Donc c'est simplement par rapport aux limites de tout à l'heure. Ce qui se situe donc avant le 1er janvier 2010 va aller dans le groupe FG 2000. Ce qui se situe pour l'année 2010 entre le 1er janvier et le 31 décembre dans le FG 2010, etc., etc., etc. Ensuite, j'ai plus qu'à créer ma table. Et là, on a pris les beaux modèles d'AdventureWorks Lite pour créer ma table. Je crée ma table, et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la création de cette table-là? C'est deux choses. D'abord, c'est que au niveau de la destination de la table, j'utilise mon schéma de partition, celui que je viens de créer, en spécifiant la colonne qui va servir à partitionner, qui est ma colonne order date, ma date de commande. Donc ça, déjà,
destination de ma table, et là, elle est partitionnée donc sur la date. Deuxième chose qui est importante ici, c'est le fait que j'ai été obligé de créer une clé primaire composite, parce que j'ai été obligé de rajouter ma clé de partitionnement qui est order date dans ma clé primaire cluster. Parce que tout index unique, si on veut le partitionner, ben, il faut qu'il y ait la clé de partitionnement dedans. Bon, en réalité, j'ai plus une unicité sur le numéro de commande, mais j'ai une unicité sur le numéro de commande plus date, ce qui peut effectivement poser un problème dans mon modèle. Je vais faire pareil pour la table des lignes de commande, et là je suis obligé forcément de la dénormaliser un tout petit peu, cette table de lignes de commande, et en particulier d'ajouter la date de commande, dont j'aurais théoriquement pas besoin parce que ça se trouve déjà dans les en-têtes de commande. Mais là, comme je veux partitionner ma table, il faut que ça soit une colonne existante qui me permette de la partitionner. Donc même chose, et même principe aussi sur ma clé primaire, j'ai été obligé d'ajouter ma colonne order date. Ok, si on regarde un petit peu tout ça, comment c'est alloué. Il est un peu longue celle-là. Voilà, on va remonter un peu d'un cran. Voilà, donc on voit effectivement que j'ai bien partitionné sur différents groupes de fichiers ici. Et on voit aussi quelles sont les limites ici de mes partitions. Limite à droite. Donc, autrement dit, ça veut dire ma limite du 1er janvier 2010 se trouve dans le groupe de fichiers suivant et dans la partition suivante. Donc, ma première partition va donc jusqu'au 31/12/2009 à 23h59:59. Ok, on va examiner une base de données avec quelques données dedans quand même. On va changer de base de données. Et là, j'ai un peu de monde dans celle-là. Et on va regarder comment ça se passe si ma table est remplie avec un peu plus de données. Alors, je me suis un peu amusé quand même à créer une base exemple. Est-ce que j'ai cliqué là? Non, j'ai pas cliqué là. Voilà. Et donc là, bah, j'ai quand même 2,5 milliards de lignes de commande. Vous voyez que d'ailleurs, en 2010, on avait 60 millions de lignes de commande, puis à partir de 2016, 2015, ça commence à augmenter jusqu'à 2021. Donc 2,5 milliards de lignes de commande et puis 1 milliard d'entêtes de commande. Voilà. Donc on a un peu plus de données dans celle-là. Alors est-ce que ça améliore les performances d'avoir partitionné? Si j'interroge cette table, et si je fais un simple select, donc je vais activer les statistiques d'entrée-sortie pour regarder ce que ça donne. Je fais une simple requête. Je vais interroger mes en-têtes de commande jointes avec mes lignes de commande pour un numéro de commande donné. Je ne sais plus dans quelle partition il se trouve, mais peu importe. Mais le problème, c'est que lui non plus, c'est pas dans quelle partition il se trouve. Alors, si j'aurais dû mettre le plan d'exécution, ça aurait été mieux. On va refaire la requête. Alors, ça répond bien, il n'y a pas de souci. C'est transparent, mais il y a quand même un petit truc. Bon, ici, j'ai 48 lectures. Bon, ok. 48 lectures. Et mon plan d'exécution, bah, j'ai un plan d'exécution avec une recherche d'index dans les deux, il n'y a pas de problème. J'ai un petit warning ici. Bon, ça c'est juste pour la conversion. Et ce qui est intéressant ici, c'est... On arrive à le voir. C'est ça. En fait, là, je lui ai donné la clé qui est le numéro de commande. Le problème, c'est que comme c'est partitionné, il est obligé d'aller chercher ce numéro de commande dans 14 partitions. Donc, c'est pas forcément rentable. Alors, si je mets juste une jointure, déjà, je modifie ma jointure et je rajoute la date de commande dans ma jointure. Et on va regarder si ça change quelque chose au niveau des I/O. Alors oui, ça change quelque chose puisque dans ma première table, je suis quand même obligé d'aller lire dans 14 partitions.
Par contre, dans ma deuxième table, ben, je connais sur quelle date je dois chercher, et donc je n'ai plus que 4 lectures. Donc vous voyez que déjà, simplement en retournant ma requête un petit peu autrement, c'est déjà mieux. Maintenant, si je précise ma date, précise dans quelle partition ça se trouve, ben là, effectivement, je vais me retrouver avec encore moins d'entrée-sortie, plus que 4 lectures de pages pour chacune des tables, parce que là, il sait où chercher, et donc, dans son plan d'exécution, il n'y a qu'une seule recherche dans une seule partition. Alors, un petit truc sur lequel je suis tombé qui est assez rigolo, c'est cette requête-là, où je fais un select top 1. Mais ce select top 1, je vais juste chercher le top 1 de mes commandes. Je vais juste, pour exemple, joindre avec les lignes de commande, et je fais la somme du montant total. Donc normalement, j'ai une seule commande. Ça, sur une table non partitionnée, ça pose aucun souci, c'est une requête qui est instantanée. Là, sur cette table partitionnée, quand je lance cette requête-là, hein, je vais la lancer, on peut revenir dans une heure, elle n'aura pas fini de tourner. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, si on regarde le plan d'exécution estimé, je ne pourrais pas vous montrer le vrai du coup, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, en fait, il lit toute la table des entêtes de commande et il la retrie. Donc là, l'optimiseur, il est un peu dans les choux quand même. À savoir que cette requête-là, il est absolument incapable de l'exécuter. Alors, je peux vous dire que la première fois que je l'ai lancé, je l'ai laissé tourner. Et comme il y a un tri et qu'il y a 1 milliard de lignes dans ma table, eh ben, j'ai saturé TempDB qui a rempli mon disque. Donc je me suis retrouvé avec une erreur de TempDB plein. Hein, donc une simple requête comme ça qui fait un top 1, eh ben, là, elle ne fonctionne pas. Alors bien sûr, on peut l'écrire d'une autre manière. Alors, on peut rajouter un index qui n'est pas partitionné, ça marcherait. Ou alors on peut l'écrire d'une autre manière. Là, je fais une sous-requête. Et là, effectivement, ça fonctionne. J'ai un résultat instantané avec un plan d'exécution normal. Donc c'est un peu bizarre, le fait que cette écriture-là ne fonctionne pas alors que celle-ci fonctionne. Ok, alors continuons avec les opérations de partition. Imaginons que je veux archiver mes données de 2010. Donc, première chose à faire, c'est localiser quel est le numéro de partition pour 2010. Donc, je localise ma partition, et on voit bien que pour 2010, que ça soit dans Order Detail ou Order Detail, le numéro de partition, c'est le numéro 2. C'est assez logique, hein. J'ai ma partition antérieure à 2010, qui est la partition numéro 1, et à partir de 2010, j'ai la partition 2, 3, 4, 5, etc. Ok, et donc, derrière, je vais pouvoir purger ma table. Alors, imaginez ce que ça représenterait. J'ai quand même 60 millions de lignes dans la table Order Details à vider. Donc, si je fais ça avec un delete, c'est bon. Je vais faire durer ma session jusqu'à 18h ce soir, peut-être. Donc, comme on est un peu pressé, eh ben, je vais créer une table d'archives. Alors, pour les Order Details, que je vais appeler Order Details 2010, rigoureusement identique avec les mêmes colonnes, la même clé primaire, etc. Et je la crée sur le groupe de fichiers qui contient la partition que je veux switcher. Ok, faire la même chose pour ma table Sales Order Reader. Voilà. Ok. Et puis maintenant, ben, si je veux déplacer mes données de 2010 de ma table Sales Order Detail vers ma table archive Sales Order Detail 2010, je fais un simple switch partition 2, alter table avec un switch partition 2, et hop, mes données sont déplacées. Ok, alors c'est un peu plus compliqué pour ma table Sales Order Header. Pourquoi? Parce que j'ai une contrainte de clé étrangère. Et donc ça veut dire qu'en malgré tout, il faut quand même que je retire momentanément ma contrainte pour pouvoir faire ce switch, parce qu'il refuse de faire un switch. Hein, si j'essaye là comme ça, hein, j'ai un message d'erreur parce qu'il y a une contrainte de clé étrangère. Donc
je suis obligé de retirer temporairement ma contrainte de clé étrangère. Je la retire. Je fais mon switch. Et je la remets. Là, je l'ai remis avec un autre check pour éviter que ça balaye. OK. Voilà, donc là, si je regarde effectivement, si je reviens sur ma requête de tout à l'heure, hop là, hop, on va voir que maintenant, 2010, elle est vide, il y a 0 ligne, 0 page. Et moralité, maintenant, ce qu'il faut que je fasse encore derrière, c'est que je fusionne ma limite pour enlever cette partition vide. Et donc, ça, je le fais simplement en modifiant la fonction de partition et en disant, ben, j'enlève la borne du 1er janvier 2010, et donc ça va fusionner. OK. Derrière, je supprime ma table d'archives et mon file group. Voilà. Alors, je peux bien sûr faire un truncate partition aussi. Hein, là, je vais vite là-dessus. Même principe, là, je vais enlever 2011. Et là, je ne le switch pas, je le vide carrément avec un truncate table with partition. Je peux aussi ajouter une partition supplémentaire, un file group pour 2023, pour l'année prochaine, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc j'ajoute mon fichier, mon groupe de fichiers. Je prépare mon schéma de partition en disant prochain groupe de fichiers utilisé, ça va être 2023. Et puis je rajoute une nouvelle borne à ma fonction de partition. OK. Voilà, donc ma table est partitionnée, j'ai tronqué des partitions, etc. OK, et vous voyez que donc ma partition 1 maintenant c'est toujours ce qui est antérieur, qui s'appelle toujours FG 2000, mais que je commence, ma partition 2 maintenant elle commence à 2012, j'ai switché 2010 et j'ai tronqué 2011. OK, vous voyez un petit peu la capacité d'administration de mes données, des opérations de gestion que je peux faire de manière très puissante et très rapide. Venons-en aux backups. Les backups. Alors, ce que je pourrais faire avec cette table partitionnée, c'est tout passer tout en read-only, sauf 2022, puisque je considère que je ne vais plus faire de modifications sur les années qui sont closes. Pour ça, il faut quand même que je sois en single user. Et donc, j'ai plus d'utilisateurs connectés sur ma base de données pour pouvoir passer des groupes de fichiers read-only. Ça, je trouve ça un peu dommage, c'est pas très pratique, mais on n'a pas trop le choix. Voilà, donc je passe toute une série de groupes de fichiers en read-only. Pour ça, je suis obligé de déconnecter mes utilisateurs. Bon. Alors, c'est intéressant parce que là, effectivement, tout est en read-only sauf 2022. Donc, forcément, je ne peux pas insérer de données dans une table partitionnée pour laquelle la partition a été mise en read-only. Hein. Pour 2012, bah, ça ne fonctionne pas. Pour 2022, par contre, aucun souci, je peux continuer à insérer. OK, donc, quelque part, j'ai une disponibilité partielle, et donc ça me permet de continuer à fonctionner avec ma base de données et avoir des sauvegardes. Alors, je ne vais pas les faire, les sauvegardes, parce que ça prend un petit peu de temps, mais bon, l'idéal, c'est que ma base soit passée quand même en recovery full, hein, pour que ça fonctionne. Hein. Et derrière, je vais pouvoir faire des backups partiels, c'est-à-dire sauvegarder uniquement mes file groups qui sont en read-only, et puis conserver cette sauvegarde jusqu'à la fin de vie de ma base de données, et puis régulièrement, par contre, faire des backups database, read-write file group, uniquement les file groups qui sont en lecture-écriture, plus des backup logs, bien entendu, plus éventuellement, entre les deux, j'aurais pu mettre des backups différentiels du read-write file group, pour avoir une stratégie de sauvegarde complète. Et je vais pouvoir, du coup, utiliser des stratégies de restauration optimisées aussi. Donc, pouvoir restaurer ma base de données avec l'option partielle, autrement dit, restaurer juste le groupe de fichiers primary. Derrière, pouvoir restaurer les file groups qui sont en lecture-écriture,
Donc, par exemple, data, parce que là-dedans j'ai quelques tables, lob, parce que j'ai un file group dans lequel j'ai quelques données aussi, mon file group pour 2022 et mon file group pour 2023, et ensuite un restore log with recovery. Vous remarquez une chose ici, c'est que je n'ai pas restauré mes données de 2012, 13, 14, 15, 16, etc. jusqu'à 2021, et que ma base de données, elle est en ligne. Donc en fait, je vais pouvoir vous le montrer avec une base de données qui a été restaurée avec ces commandes-là. Ma base de données, elle est restaurée partiellement, c'est-à-dire que j'ai restauré que 2022, 2023 et data et lob. Bien sûr, si je cherche des données en 2021, bah forcément, il me dit bah non, désolé, l'accès est impossible parce que c'est hors connexion, même si j'indique dans quelle partition les lire. Ce qui est plus embêtant, c'est que ça marche pas non plus pour 2022. Pourquoi? Parce que ici, j'ai fait une recherche uniquement avec le numéro de commande. Et donc, il a besoin d'aller chercher dans toutes les partitions. On l'a vu tout à l'heure. Dans les 12 partitions, puisque j'en ai enlevé 2. Par contre, je peux faire mon select si je précise dans quelle partition ça se trouve. Là, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas restauré mes données de 2021, etc., mais j'ai qu'une partie de la table en ligne. Je peux faire des inserts aussi sans aucun problème. Okay. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est que je peux, et ça, je peux le faire dans une autre fenêtre pour vous montrer. Je vais lancer mon restore du file group 2021. OK. C'est en train de restaurer, ça va prendre un moment, hein, mais pendant ce temps-là, rien ne m'empêche d'aller faire des selects, des inserts, etc. Donc je restaure la partie read-only de ma base pendant que la partie read-write est déjà en ligne et déjà utilisable par mes utilisateurs avec certaines restrictions. Ici, pourquoi? Parce que j'ai partitionné sur la date de commande et je fais une recherche sur l'ID. Donc forcément, alors j'ai l'exemple chez un client où c'est partitionné sur l'ID et dans ces cas-là, ben, ça pose aucun souci de faire une recherche sur l'ID après une restauration partielle, pendant une restauration partielle. Ok, je vais l'arrêter, ma restore, puisque là, elle va tourner pendant un moment. Voilà. Donc, les backups, c'est ce qu'on a vu, possibilité de backup. Alors, les backups d'une manière générale par fichier, par groupe de fichiers, différentiel par groupe de fichiers. Et donc, ça nous permet d'avoir ces stratégies de sauvegarde beaucoup plus intelligentes pour des très grosses bases de données. Donc, on a quand même des moyens de gérer ça. Ensuite, parlons de compression. La compression de données, compression de table et compression d'index. Donc ça existe depuis déjà un bout de temps dans SQL Server et je constate que c'est pas souvent utilisé parce que souvent les gens ont peur d'utiliser en se disant oula mais ça va coûter cher d'aller écrire et de lire des données compressées. Alors oui et non. Il peut y avoir un petit overhead en particulier au niveau utilisation du CPU, en particulier si on fait de la compression niveau page. Niveau lead, c'est quasi transparent en général, il y a très peu d'overhead, et donc on peut avoir un gain de place très très important, ça dépend de ce qu'on stocke dans notre table. Et puis après, on a la compression de type colon store index, qui est un peu plus dédiée aux bases à vocation décisionnelle, puisque là, l'idée, c'est de compresser ma table pour pouvoir faire des requêtes sur du colon store, et le colon store, c'est plutôt adapté à des requêtes massives d'interrogation massive, sur beaucoup de lignes, peu de colonnes, etc. Si on regarde un petit peu ce que ça donne, la compression, alors ici j'ai une base de données où j'ai la même table compressée sans compression, avec la compression au niveau ligne, avec la compression au niveau page et avec un colon store index. On va regarder déjà la place que ça prend tout ça. Si je regarde, je vais sortir un petit rapport. Mes petits rapports que vous pouvez télécharger sur mon GitHub.
Et c'est assez pratique pour montrer. Je vais trier par taille pour qu'on voit tout de suite. Voilà, donc taille en mégas, en gigas, d'ailleurs 15 gigas pour la table sans compression, 11 gigas en compression niveau ligne, 9 gigas en compression niveau page, et puis on tombe à 4 gigas avec un column store index. Donc là, il n'y a pas photo, effectivement, sur le taux de compression. Le plus efficace, c'est la compression par colonne, hein, et donc le column store index. Au niveau des performances de tout ça et des temps de réponse, on peut s'amuser à faire un select sum sur quelques centaines de milliers de lignes pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc dans les 3 premiers cas, on a un index sur cette clé-là, donc on a un index cluster. Dans le 4e cas, c'est un column store, donc c'est pas trié dans le principe. Et on va... J'ai mis mes statistiques, je ne sais plus. Hop, on va lancer ça et on va comparer en I/O et en durée aussi pendant qu'on y est. Ce que ça donne. Normalement, c'est pas trop long. Ok. Alors, première, sans compression. Ça a pris 7 secondes, 4 secondes 3 en temps UC, hein, puisqu'on a plusieurs cœurs. En compression niveau ligne, vous voyez que la différence, elle est triviale, et j'aurais même tendance à dire ça a été plus vite d'ailleurs en temps de réponse. Donc on ne peut pas dire que ça soit consommateur. En compression niveau page, là ça commence à coûter un peu plus cher. Bon, il y a une petite différence. Alors ça peut être plus important en fonction des tables. On est toujours, là on était... Par contre ça a été de plus en plus vite. On était à 7 secondes, 4 secondes 7, 3 secondes 9. Et le dernier, là j'ai pas effectivement le nombre de pages lues puisqu'il s'agit d'un column store, je n'ai que des segments. Mais par contre en temps de réponse, là il n'y a pas photo. Le column store pour faire une requête de ce type-là, effectivement, est extrêmement efficace. Donc voilà, sur une grosse base de données, j'ai intérêt effectivement à faire de la compression autant que possible, et c'est efficace. Choisir pour des tables sur lesquelles il y a beaucoup de transactions de la compression niveau ligne, sur d'autres tables éventuellement de la compression niveau page, voire de la compression column store, voire column store avec l'option archive pour comprimer encore plus sur des tables que je lis un peu moins. Alors, il me reste encore un peu de temps, donc on va pouvoir parler d'une autre méthode pour partitionner, diviser le stockage, les vues partitionnées, distribuées. Donc distribuer mes données, mais non pas sur plusieurs groupes de fichiers, mais carrément sur plusieurs bases, voire même plusieurs serveurs. Donc l'idée, c'est de créer une table sur chacun, une base avec une table sur chacun des serveurs. Ce qui est important, c'est de mettre une contrainte check sur la clé de partitionnement sur chacune de ces tables. Et puis sur mon serveur principal, de mettre une vue qui met en union all toutes les tables. Ok, je vais vous montrer ce que ça donne. Vue partition. Voilà. Donc j'ai 3 serveurs. J'ai mon serveur principal qui est celui sur lequel je suis connecté, et puis j'ai un serveur qui a mes données de 2019 dans une base, même table, bon, qui s'appelle Sales Order Reader 2019, voilà. Et sur mon deuxième serveur, les données de 2020, et vous voyez que j'ai mis des contraintes check sur chacune de ces tables. Donc l'idée, c'est de créer dans ma base principale une vue qui met les 3 tables en union. Tout ça, c'est à travers des serveurs liés. Donc attention, effectivement, en termes de performance aux serveurs liés, on en reparlera. Je mets mes 3 tables en union. Je vais faire la même chose d'ailleurs pour mes Sales Order Detail. OK. Et je vais pouvoir interroger, comme si c'était une seule table, puisque j'ai créé une vue qui porte le nom de la table, en fait.
Donc j'ai exactement le même problème qu'avec le partitionnement, à savoir que ici, ben, j'ai juste interrogé avec mon numéro de commande. Donc il se trouve que ici, alors on ne le voit pas, il faut que je mette le plan d'exécution. Voilà. Ben, du coup, ça a interrogé mes 3 serveurs. Forcément, comme je n'ai pas donné de colonne de partitionnement, ça interroge dans les 3 serveurs. Si je donne ma colonne de partitionnement, eh ben, c'est clair que ici, ça va interroger que sur un seul serveur. Donc, et puis ma requête de tout à l'heure, tiens d'ailleurs, qui fonctionnait mal quand c'était partitionné, ici, elle pose aucun souci. Hein. Bon, le problème peut être les mises à jour hein, sur une base de données distribuée. Je ne vais pas pouvoir utiliser d'identity, donc je vais être obligé de créer des séquences. Je ne vais pas pouvoir mettre à jour à travers ma vue, puisque je vais être obligé de mettre un trigger instead of sur ma vue pour rediriger mes mises à jour. Alors en insert, en update, en delete, il va falloir que j'écrive des triggers pour rediriger mes mises à jour en fonction de la date de commande. Ok. Et là, effectivement, dans le principe, ben, je peux faire des inserts de manière quasi transparente, ce qui va rediriger mes inserts sur le bon serveur. Alors, petit problème quand même sur ce genre de truc, tiens, c'est un peu long d'ailleurs. Alors pourquoi c'est un peu long? Parce que dans mon trigger, ben, je fais appel à plusieurs serveurs en même temps et que du coup, c'est une transaction distribuée avec MSDTC, ce qui alourdit considérablement mes performances. Ok, et puis bon, ce que je viens d'insérer, on voit bien que ça vient d'être inséré, etc. Ok, donc, autre solution qui est intéressante là pour distribuer vraiment mes données sur plusieurs serveurs, c'est pas simple à mettre en place. Lecture dans plusieurs tables, pareil que pour le partitionnement. Il faut écrire du code pour les insertions, les suppressions, les mises à jour avec des triggers. On a le problème des transactions distribuées des DTC. On a le problème de la gestion des identities. L'intégrité référentielle, il va falloir que je la mette dans mes triggers aussi, puisque là, l'intégrité référentielle, elle devient compliquée avec plusieurs bases de données sur plusieurs serveurs. Et puis, il y a aussi tous les problèmes de performance qui sont liés aux serveurs liés, et en particulier aux jointures interserveurs. Si je fais une jointure entre une table qui se trouve sur un serveur et une table qui se trouve sur un autre, donc l'idéal, c'est de rapprocher les données et d'avoir toujours les tables jointes répliquées sur les différents serveurs. Voilà, donc une certaine complexité pour mettre ça en place. Par contre, ça permet vraiment de faire de la distribution. Ok, il me reste plus beaucoup. Hein. Je peux dépasser un petit peu, je suppose, Rudy, hein, comme tout le monde. Hein. Oui, de 37 secondes. Ah ouais, ouais. Bon, parce que j'ai encore quelques petites choses. Alors, côté administration, c'est compliqué une base de données volumineuse. Quand vous avez effectivement des dizaines de terras, c'est compliqué. Par exemple, le checkDB. Le checkDB, si vous lancez un checkDB sur une grosse base de données, vous allez constater que ça consomme énormément de TempDB et que vous allez exploser la base TempDB. Hein, on peut faire un DBCC checkDB with estimate only. C'est bien une estimation, d'ailleurs, c'est très faux, mais ça nous donne une idée de ce que ça va consommer dans TempDB. Donc on ne peut plus lancer un checkDB global sur notre base de données qui fait un snapshot et qui utilise du coup énormément de TempDB. On va pouvoir faire des check file group, des check table, et donc faire ça morceau par morceau. La maintenance des index aussi, si on a des tables partitionnées, on peut faire du rebuild partition par partition. De toute manière, on va optimiser notre maintenance d'index pour ne reconstruire que ce qui mérite de l'être, parce que reconstruire un gros index, ça va être extrêmement long et extrêmement coûteux. Pour ça, je vous recommande bien sûr les scripts Dola, Landgreen, qui sont très bien pour ça et qui donnent en plus des limites de temps. On peut fixer une limite de temps pour éviter qu'il lance 36 grosses réindexations à la suite et qu'on dépasse nos limites de plage de maintenance. Et il prend en charge effectivement tout ce qui est partitionnement, etc. Et pour les statistiques, on va en parler un peu plus, puisque les statistiques, ça peut être aussi un problème. Il y a une problématique de maintenance des statistiques, en particulier des statistiques. On peut utiliser pour l'état partitionné les statistiques incrémentales.
Alors, quand j'ai fait mes quelques tests avec ma base de données qui fait à peu près 400-500 gigas, là, première requête que j'ai lancée, eh ben, j'ai eu un temps de réponse épouvantable. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, oui, les statistiques n'étaient pas à jour et que le simple fait de lancer ma requête lançait une actualisation automatique de ta statistique, ce qui est l'option par défaut. Et que du coup, bah, ma requête, dans son plan d'exécution, il y avait l'update statistique, et l'update statistique sur une table qui fait 2,5 milliards de lignes, malgré tout, c'est long, même si c'est très faiblement échantillonné. Donc, sur une base de données très volumineuse, bah, la gestion des statistiques, je peux choisir soit de la faire entièrement à la main et de la désactiver la mise à jour automatique, voire même la création automatique d'ailleurs. Soit éventuellement d'activer, si je suis en édition entreprise, la mise à jour auto en asynchrone, mise à jour auto des statistiques, ce qui permet d'éviter que mon plan de requête, que mon temps de réponse de requête soit ralenti par la mise à jour automatique des statistiques. Pour l'étape partitionnée, j'ai intérêt à activer dès le début la création, si je mets de la création automatique de statistiques, d'activer le fait qu'elle soit automatiquement incrémentale. Donc ça, il faut le mettre avec un alter database. Je peux créer mes index, mes nouveaux index, les partitionner avec l'option statistics incremental on. Et pour les statistiques qui sont déjà existants sur des tables partitionnées, il va falloir que je les reconstruise. Un update statistics avec alors le full scan, attention, full scan sur une table de 2 milliards de lignes, je ne vais pas pouvoir le faire, ça devient compliqué en termes de durée. Mais par contre, le incremental on, oui, est intéressant, ou le rebuild d'index avec l'option statistics incremental on. Voilà, donc les statistiques sont aussi un problème. Et puis l'optimisation, j'ai encore quelques minutes pour en parler. Ça devient forcément beaucoup plus sensible et beaucoup plus compliqué dès qu'on travaille avec une grosse base de données. D'abord, il y a tout le côté hardware où il faut tailler en conséquence. On ne va pas stocker une base de données de 20 Tera sur un serveur sur lequel on a 4 Go de RAM et 2 CPU. Donc de toute manière, on va commencer à tailler large au niveau du hardware. Et donc ça, on en a parlé tout à l'heure au niveau du stockage et au niveau de la RAM en particulier. Stockage, tailler large en ayant de l'espace libre, y compris pour TempDB. Dans l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, le fait qu'il ait besoin de faire un tri sur une table, ça prenait 400 Go dans TempDB. Pareil, dès que vous faites une réindexation, dès que vous faites un rebuild d'index dans une base de données, vous allez avoir besoin d'espace libre. Concernant les plans de requête, c'est la chasse au scan sur les plans de requête. On va avoir besoin d'éliminer tout ce qui est scan de grosse table, et dès qu'il y a un scan de grosse table, de trouver une solution. Alors, soit avec des index couvrants, soit avec plus d'index, en améliorant la statistique, etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Autre problème qui peut exister, les escalades de verrous. Le fait de lancer un delete, un update, par exemple, sur plus de 5000 lignes pour la même instruction, va tenter une escalade de verrou s'il n'y a pas d'autres verrous posés par ailleurs, et va verrouiller toute la table pendant toute la durée. Donc éventuellement, on va être obligé de faire ça par morceaux, ou alors d'empêcher l'escalade de verrous, ce qui présente un risque aussi si on a des millions et des millions de verrous posés, vu les ressources consommées. Et puis le mode batch, alors c'est un autre sujet, mais le mode batch permet d'améliorer les performances. Notez que depuis SQL Server 2019, le mode batch existe aussi en raw store et plus uniquement sur les index colon store. Juste une petite... oui, avant de passer au c'est tout pour aujourd'hui, comme ça je suis presque dans les temps. Juste une toute petite... Ouais, mais je voulais juste montrer un petit truc, si je retrouve la démo, je sais pas où elle est peut-être là, là. Juste montrer sur ma base ici la chasse au scan. Ici, je vais lancer deux petites requêtes
qui font soit l'une un scan d'index cluster, l'autre un scan d'index. Ok. Voilà, donc elle est un peu longue. Hein. Ah bah oui, là, voilà, elle est un peu longue. Ouais, c'est bon, mais juste montrer que, effectivement, c'est le genre de requête qu'on va utiliser pour aller chercher en cache toutes les requêtes qui ont un scan et en mesurant la taille, effectivement, qui représente sur le nombre de lignes à lire estimé plus la taille de lignes, d'aller filtrer pour essayer d'aller trouver dans mon cache tous les plans d'exécution. Et vous voyez que là, j'en ai trouvé un des deux. Les plans d'exécution qui dépassent ce seuil et qui possèdent un scan de table ou d'index. Voilà, donc avec ce type de requête-là, on voit tout de suite, ici j'avais un scan d'index cluster. Et bien entendu, là en plus c'est logique qu'il n'y avait pas d'index sur mon prédicat. J'entends pas bien. Je ne sais pas pourquoi il y a de l'écho d'ailleurs. Ouais, je ne sais pas. Ouais, c'est parti. Ok. Bon. Voilà, donc je vais finir là-dessus. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vais du coup laisser la place aux questions. Alors, j'imagine, je ne sais pas si les gens ont des questions. Il y a déjà David Barbarin qui a posé une question sur le commentaire. As-tu déjà mis les stats incrémentales sur des tables partitionnées? Est-ce que tu as constaté ou résolu des problèmes de stats incrémentales lors des switches de partition? Non, j'ai pas constaté de problème. Non, pas de problème particulier. Pourquoi David, tu peux prendre la parole si tu veux. J'essaye de parler en même temps que ma fille est là. Tu m'entends? Oui, je t'entends. En fait, moi, le problème que j'ai, c'est que par exemple, sur une table partitionnée, on a des tables partitionnées chez nous, et quand tu fais des switches de partition, je me retrouve à avoir en fait, l'objet de statistique qui est complètement vide, même sur les partitions que tu n'as pas mis à jour. En fait, tu fais un switch, et puis moi, je m'attendais à avoir Bon, tu as des mouvements de données sur une partition d'archives. Ah oui, d'accord. Et du coup, je me retrouve à avoir l'objet qui est complètement vide. Et là, du coup, tu n'as pas d'autre choix que de tout reconstruire. Et moi, ça me paraissait curieux. Mais je n'ai pas trouvé encore la réponse. Ouais, faudra que j'essaye. J'ai pas tenté ça sur des Switch, ouais. Moi, j'ai un client chez lequel on fait des Switch comme ça régulièrement, mais je me souviens pas si ces stats sont incrémentales ou pas. D'accord. Je fais vite les questions parce que il y a Clément après qui va nous parler. Comment supprimer les partitions tout en gardant la table? Question d'Eric. Supprimer les partitions tout en gardant la table? En fait, on peut faire un truncate, truncate table with partition pour supprimer une partition d'une table. Et la table, elle reste là, on supprime que une des partitions. Hein, c'est ce que j'ai dû vous montrer à un moment. J'ai tronqué ma partition de 2011 à un moment avec un truncate. Ouais. Ça, c'est depuis 2016, le truncate table with partition, il me semble. Ah oui, ça, j'avais pas capté qu'on pouvait faire ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa, ouais. Un autre Eric qui demande, est-ce qu'on peut avoir des scripts? Alors, je pense qu'il doit faire allusion, par exemple, au dernier script de recherche dans le cache de plan. Sur le site mssql.fr, on ne les trouve pas. Alors, le site, oui, alors sur mssql.fr, vous avez la procédure stockée qui permet de faire le déplacement. Hein, on peut le déplacement de file group à file group. Sinon, les scripts de la démo, là, moi, je les mettrais sur mon blog de toute manière. Et puis, je sais pas, tu les récupères, Rudy, normalement? On peut les récupérer. Moi, j'avais un GitHub. Je crois que j'avais fait un GitHub pour Dataflow. Sinon, moi, je le mets sur mon blog d'habitude, blog.datafly.pro. Il y a Eric Zimbozel qui disait qu'il est en 2014 au sujet du truncate. Ah ouais. Et en 2014, je crois qu'il n'a pas de truncate, mais il peut faire un switch partition, comme je l'ai montré, vers une table de purge et supprimer la table. C'est plus lourd à faire, mais ça fonctionne.
Je voulais juste, je prends un peu la parole. Je voulais juste dire aussi la défragmentation des index qui est vraiment bien en édition entreprise maintenant, c'est le resumable. Oui, le résumable des index, ouais, c'est vrai. On remplit le journal de transaction, on regarde, et puis on arrête la reconstruction d'index, on attend que le backup du journal de transaction passe, on revide le journal de transaction et on Oui, c'est continue vrai. la défragmentation. Oui, parce que c'est un des gros problèmes sur les bases de données volumineuses, c'est la saturation du journal. C'est vrai que dès qu'on fait une opération un peu massive, une réindexation, on explose tout, oui, c'est clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi j'ai, pas forcément des questions, j'ai des commentaires. Oui. J'ai remarqué, il y a des fois le souci qu'on a, c'est nos clients n'ont pas de DBA. Donc du coup, installer des choses comme ça, ça fait peur. Il faut faire appel à des experts. Voilà. Oui, mais ouais. Et en fait, il y a des fois, ce qui est intéressant, comme il y a deux types de partitions que je trouve intéressant à discuter, peut-être pour un autre cas. C'est une partition sur une colonne qui est en fait un hash de telle façon que les insertions soient plus rapides. Oui, ça peut être un cas de figure, ouais, tout à fait. Et des colonnes persistées lorsque, par exemple, on veut garder... Colonne calculée, oui, colonne calculée persistée. 1 mois, 2 mois, 6 mois, des trucs comme ça. Oui, parce que là effectivement, j'ai pris un cas simple qui était la date de commande, mais on peut tomber sur des cas de figure où forcément c'est une colonne calculée, et dans ces cas-là, avec une colonne calculée persistée, oui, c'est possible de partitionner dessus. Mais il faut que la colonne soit physiquement dans la table, c'est ça quand même. Et je trouve ça intéressant, peut-être dans un prochain Datafrog, d'en parler, parce qu'on a aussi ces cas-là où en fait on va laisser entre guillemets tout seul les clients, parce qu'on n'est pas en régie, ou on est en un jour par mois ou des choses comme ça. Je voudrais dire comment faire quand on n'a pas de DBA. Alors, on a quand même ces cas-là, notamment dans le cloud. Ce sera la bonne transition. Oui. Alors, il y a plein de choses qui peuvent très bien s'automatiser. Moi, j'ai des clients qui, effectivement, une fois que je leur ai mis le truc en place, le partitionnement, il se fait tout seul. Ça crée une nouvelle, ça crée une nouvelle partition automatiquement. Voilà, donc tout ça, c'est des jobs derrière planifiés, quoi. Donc, c'est parfaitement possible de tout scripter, en fait. Il y a un autre truc intéressant aussi, moi en tout cas, je vais à ça. C'est lorsqu'on a une partition sur primaire, par exemple, on va chez un client et qu'on veut la partitionner, et qu'elle est déjà très volumétrique, et qu'il y a énormément d'accès concurrents. Ouais, ça c'est vache. C'est pour ça que je disais qu'il faut y penser avant. Oui. Et il y a des techniques avec justement des triggers ou en essayant avec des switches de name, etc. Et ça, je pense que ça peut être aussi intéressant Je sais que j'ai eu ce type de problème, effectivement, et en faisant tourner ça en tâche de fond par petits morceaux, etc. Moi, j'ai fait ça par duplication de table et en tâche de fond, en plus en jouant avec le resource governor ou des choses comme ça, pour éviter que ça impacte, quoi. Ça peut être une autre session. Voilà. Oui, pourquoi pas. On est à 2 minutes de... Bon, d'autres questions ? Je me permets juste, je sais que ça commence à faire short. Est-ce que vous avez utilisé RIFS, parce que tu parles de gros fichiers ou de VLDB, et je pense à David aussi, tu parlais d'IO. Est-ce que vous avez utilisé RIFS plutôt que NTFS quelquefois? Est-ce que vous avez vu une différence? Donc, c'est un système de fichiers Microsoft plus... Je sais pas, moi j'ai déjà vu ça chez des anciens clients, mais j'ai pas vu vraiment de grosse différence. Y a pas, en termes de paire, c'est pas vraiment pour ça que tu vas l'utiliser. Après, moi je suis plutôt conservateur, c'est-à-dire dire que l'expérience elle est sur NTFS, et tant que REFS n'apporte pas un gain notable par rapport à NTFS. REFS, oui, non, j'ai pas vu vraiment. Ouais, voilà, j'ai pas vu de trucs extraordinaires avec ça. Coucou. Et juste un dernier truc, Polybase à la place des serveurs liés, vous avez déjà essayé? C'est pas la même chose, c'est pas le même principe. C'est pas la même chose, mais tu peux... ouais, c'est vrai. Oui, pour faire de l'ingestion de données, des trucs comme ça. C'est plus sur de l'hétérogène que ça. C'est pas fait. Mais c'est pour essayer d'éviter les problématiques liées aux serveurs liés, qui sont des connexions intempestives.
Ouais, le DTC aussi, ça c'est adorable, le DTC. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous remercie beaucoup et on file sur la session suivante, qui est la session Clément, je crois.